Donc le thème de ce soir, ce sont les ordres de chevalerie. Alors d'abord il faut remonter un petit peu plus loin que le Moyen-Âge. Notre territoire, la France, existe depuis longtemps, mais ne s'appelait pas comme ça. Nous sommes d'abord une terre qui a été envahie par les Celtes, les Francs qui étaient des Celtes. Alors en fait, il y a une petite ambiguïté là, parce qu'on parle des fois de Celtes, des fois de Germains, mais c'est les Romains qui sont à l'origine de cette confusion. Les Romains appelaient Celtes des gens qui venaient de l'est du Rhin, et appelaient Germains ceux qui étaient à l'est du Rhin. En fait, ce sont les mêmes. Tout simplement, ils ont traversé le Rhin. Donc, nos ancêtres, les Gaulois, étaient des Celtes, sans aucun doute. Et nous sommes une population qui a commencé par s'installer à partir d'une migration autrichienne, la région de Hallstatt en Autriche, qui a donné existence aux premières populations de ce qui allait devenir la France. C'était des populations indo-européennes, hein, puisque nous venons d'une migration en retour qui s'est produite à partir de l'Inde. C'est pour ça que nous nous appelons des Indo-Européens, et que dans toutes les langues, ou presque de l'Europe, il y a du sanskrit. Au départ, ce sont des peuples de l'Oural et du Caucase qui ont émigré vers l'Inde, qui sont devenus les premiers peuples du Gange. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas habiter en Europe, parce que les glaciers descendaient jusqu'à la Méditerranée. Et il y a eu un mouvement de retrait quand l'Europe est devenue habitable. C'est pourquoi nous sommes des Indo-Européens, du moins pour ceux d'entre nous qui ont une origine européenne. Les seules exceptions, ce sont les Basques, qui ont une origine probablement finnoise, on n'est pas très sûr, mais on le pense, et une partie des Hongrois. Voilà. Les Hongrois parlent une langue qui n'est pas indo-européenne. En revanche, ethniquement, ils sont indo-européens, mais ils ont été envahis au Moyen-Âge par les Magyars, et les Magyars étaient des Finno-Ougriens, donc de la région de Finlande. C'est pour ça que le hongrois est une langue très bizarre, qui n'est pas facile au niveau des tonalités. Mais sinon, on reconnaît un peu les Magyars, d'ailleurs, dans la société actuelle de la Hongrie. Hein. Ce sont les anciens envahisseurs qui sont devenus les aristocrates, si vous voulez, et on les reconnaît à leur nom qui se termine toujours en Y. 2SY, ZY, hein. On a eu un exemple en France bien connu, qui était M. Sarkozy. Sarkozy, donc, appartient à la vieille noblesse de Hongrie, des gens qui ont été anoblis pour les récompenser de la vigueur avec laquelle ils ont fichu les Ottomans à la porte de l'Europe à l'époque. Depuis, ils ont tendance à revenir. Donc, après l'arrivée de ces Celtes et la civilisation gauloise, qui était une belle civilisation, qui était une civilisation agricole, qui fonctionnait très très bien, avec une législation, des lois. Alors nous sommes les descendants des Francs saliens, c'est-à-dire de la tribu des Francs saliens, qui avait un code législatif qui s'appelait la loi salique, dont nous héritons en partie. Nous avons hérité, c'est plus vrai maintenant, et la loi salique comportait énormément d'articles, mais nous en avons retenu surtout un qui était le droit d'aînesse, c'est-à-dire que le fils aîné, c'était la descendance mâle, le fils aîné héritait de tout. Voilà. Et les autres, bien. Alors les filles, si les filles, on leur donnait quand même quelque chose, mais les autres garçons, ben, ils devaient se débrouiller. Donc voilà comment s'installe notre pays. Et puis arrivent évidemment des envahisseurs. On est toujours des envahisseurs ou des envahis. Bon, nous, les Français, on a fait les deux. Et on a été d'abord envahis par les Romains. Donc les Romains apportent une civilisation extrêmement brillante, avec un avantage important sur la civilisation celtique, c'est que les Romains écrivent, donc peuvent conserver la mémoire du peuple et l'histoire. Les Celtes n'écrivaient pas.
Donc c'est énorme de pouvoir conserver la mémoire des peuples. Le problème des Celtes, c'est qu'on a un peu tout oublié de ce qu'ils nous ont fait, parce que la transmission se faisait par les druides, et c'était une transmission essentiellement orale. Les druides s'instruisaient pendant 20 ans et avaient en mémoire la totalité de leur enseignement. Quand les Romains sont arrivés et ont occupé la Gaule, ils ont essayé de faire parler les druides pour écrire l'enseignement des druides, mais bien sûr les druides ont refusé. Donc nous avons quelques bribes extrêmement peu intéressantes de ce qu'était l'ancienne civilisation celtique. Et en France, on a très peu de choses, par contre il y a un petit peu plus au Pays de Galles et en Irlande. Donc ces Romains arrivent avec leur civilisation et surtout avec une idée tout à fait nouvelle qui est le christianisme. Le christianisme s'est répandu en Gaule par les légionnaires de César, par les gens tout à fait simples, des soldats, qui arrivaient donc avec cette idée nouvelle qui faisait que on n'acceptait plus qu'il y ait des esclaves, des choses comme ça. Donc c'était extrêmement nouveau puisque l'esclavage existait à l'époque dans toutes les sociétés. À partir de ce moment-là, donc, va s'installer une paix que la France ne connaîtra jamais plus, qu'on appelle la paix romaine. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'un siècle sans aucune guerre. Cette paix romaine a été pour la Gaule l'occasion de se constituer, en quelque sorte, de se structurer, puisque c'est là que nous avons vu surgir les premières routes qui sont devenues nos routes nationales, pratiquement, avec le point zéro devant Notre-Dame de Paris. C'est les Romains qui ont fait ça. Ils ont mis en place également le réseau hydraulique de la Gaule, les voies de communication, etc. Donc cette paix romaine a été pour nous quelque chose d'extraordinaire. Et très rapidement, tout le monde s'est converti au christianisme. Le christianisme qui s'est imposé par la séduction et pas du tout par la violence ou une persuasion musclée. Vous voyez par exemple les Vikings qui étaient quand même des guerriers assez violents, qui avaient des divinités germaniques, le dieu Odin, etc. Et on pourrait penser qu'ils auraient une grande résistance au christianisme. Eh bien, en 2 générations, ils deviennent des princes français. Quand on dit que les Vikings ont occupé la Sicile, c'est vrai, mais c'est faux. Parce que c'était des Normands, ils étaient déjà français depuis 2 générations. Ils se considéraient comme des princes français. D'ailleurs, ils ont fait les croisades pour le compte des rois de France. Donc l'Empire romain s'installe, structure le pays d'une manière assez caractéristique, étonnante. Et puis l'Empire romain, comme tous les empires, il a un déclin et il disparaît. Et alors va surgir une nouvelle période qu'on appelle le Moyen-Âge. Alors il y a un haut Moyen-Âge, c'est-à-dire le plus lointain, et un bas Moyen-Âge qui se termine au moment où commence la Renaissance italienne. On dit toujours la Renaissance française, mais en fait c'est une Renaissance italienne. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on fait venir d'Italie des peintres, des artistes, etc. Donc le Moyen-Âge commence. Alors le haut Moyen-Âge est une période un peu obscure, bien sûr, parce que il y a beaucoup de guerres, des petites guerres intestines qui commencent à ressurgir de partout. Plein de petits seigneurs qui veulent prendre le territoire du seigneur d'à côté, ou parce que sa femme est plus belle, etc., etc. Et on voit surgir les premiers châteaux forts que l'on construit sur des monticules, des éminences qu'on appelle des mottes. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'endroits en France qui s'appellent, vous voyez par exemple la motte du Caire, je ne sais pas si vous connaissez, là, en Haute-Provence. Vous avez beaucoup d'endroits qui s'appellent comme ça. C'est à cet endroit qu'on a construit les premiers châteaux forts qui étaient en fait en bois. Ce n'étaient pas des constructions. Des fois, il y avait juste une tour en pierre et le reste, c'était des palissades de bois. Et peu à peu, évidemment, ça s'est structuré. Mais à l'époque, ces petits seigneurs locaux étaient très très pauvres. Ils vivaient de l'agriculture, ils avaient des fermes, etc. Et ils faisaient la guerre sans arrêt, en réalité. À ce moment-là, la France était toute petite, c'était le domaine royal qui était autour de la ville de Paris, qui descendait jusqu'à la Loire, et ensuite nous étions en Languedoc. Il y avait donc 2 langues qui étaient parlées en France, enfin dans ce qui allait devenir la France. La langue d'Oï au nord, qui a donné le français que nous parlons aujourd'hui, et la langue d'Oc
au sud, qui a donné le provençal, l'occitan, etc. Cette partie sud de la France aujourd'hui, qui commençait à la Loire et qui allait jusqu'aux Pyrénées, n'avait pas la même législation que les pays du Nord, parce qu'ils ne dépendaient pas du roi de France. Donc le sud appartenait au roi d'Aragon, au comte de Toulouse, etc. Le comte de Toulouse était plus puissant que le roi de France. Et on parlait donc une langue qui n'était pas la même langue que dans le Nord. Et en plus, ces gens étaient régis par le droit romain. Eux, ils avaient conservé le droit des Romains. Alors le droit des Romains, il était beaucoup plus ouvert que le droit des Francs, parce que les Francs étaient des guerriers pas très faciles. Le droit romain était très ouvert, puisqu'il n'y avait pas de droit d'aînesse. Tout le monde héritait de la même façon, garçons et filles. Alors ça posait un problème, c'est qu'il fallait partager l'héritage avec le risque de disperser le bien familial. Donc on se mettait d'accord pour fonctionner ensemble. Vous avez par exemple dans la région de Mirepoix, c'est dans l'Ariège, Mirepoix, ou dans l'Aude? Dans l'Aude. Dans l'Aude, hein, dans l'Aude. Au Moyen-Âge, les seigneurs de Mirepoix, il y a eu jusqu'à 80 co-seigneurs, tous de la même famille, hommes et femmes, qui s'entendaient pour gouverner le domaine. S'ils s'étaient séparés, s'il y avait eu des mésententes, tout partait à la dérive. Donc ils savaient parfaitement bien s'organiser pour conserver le domaine familial. Et puis ensuite, quand le Languedoc est devenu français, hein, quand les comtes de Toulouse n'ont plus eu de garçons, la dernière descendante des comtes de Toulouse étant une fille qui a épousé un roi de France, et hop, le Languedoc est devenu français. Ça s'est passé de la même manière pour la Provence. C'est toujours par manque de descendants mâles que les rois de France ont accaparé, sans guerre, hein, ça s'est passé simplement par la voie d'héritage. Le problème du Moyen-Âge, c'est la violence. Les routes sont parcourues par des guerriers, des chevaliers. Déjà, hein, la première apparition des chevaliers, qui ne sont pas organisés, qui sont un petit peu des mercenaires au service d'un seigneur. Ils se vendent au plus offrant. Ils peuvent trucider celui qui les payait la veille, hein, si un autre paye plus. Et alors, la société qui est en train de se construire à ce moment-là a un problème avec la violence. Donc il va falloir organiser tout cela, et c'est l'Église qui va intervenir à ce moment-là, en donnant aux chevaliers un code d'honneur. Le respect de Dieu, le respect des 10 commandements, la protection de la veuve et de l'orphelin, tout ça, ça date de cette époque. Ça a permis, si vous voulez, c'était des critères qui ont permis d'encadrer la violence des chevaliers. En plus, l'Église a institué le mariage, qui n'existait pas jusque-là. Pourquoi le mariage? Tout simplement parce que les femmes n'étaient pas très protégées, les enfants encore moins. Et pour structurer la société, on a inventé, en quelque sorte, hein, le mariage, et on en a fait un sacrement, c'est-à-dire quelque chose de sacré qu'on ne peut pas rompre. Et cette institution du mariage, eh bien, a permis de structurer les sociétés occidentales sur le principe de la famille, la cellule de base. Hein, voilà. Donc nos sociétés ont fonctionné sur la cellule familiale jusqu'à nos jours. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui on la remet un peu en question, hein, cette cellule familiale, puisque les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes aussi, etc. Bon. Donc là, on sort beaucoup du champ du système médiéval. Autre caractéristique du système médiéval, c'est le système contractuel. La société médiévale était contractuelle. Tout le monde était lié à quelqu'un d'autre par un contrat. Le vassal était lié à son suzerain. Il lui devait obéissance, il devait le servir, faire la guerre avec lui quand il faisait la guerre, etc. Les fermiers devaient également quelque chose à leur seigneur, etc. Donc tout le monde était lié par contrat. Et nous héritons de cette société médiévale, puisque dans la société française d'aujourd'hui, vous avez remarqué, on est tous coincés. Tout le monde a un contrat d'assurance, un contrat de mariage, un contrat de location, un contrat de tout ce que vous voulez. On est cerné par les contrats. Nous héritons directement de cette société médiévale. Il y a plein d'autres pays, je ne sais pas, je pense à la Chine par exemple, où le système contractuel est inconnu. Hein. Ils trouvent ça débile.
alors que nous, ça nous convient bien. Autre caractéristique importante du Moyen-Âge, c'est le christianisme qui structure la pensée de l'époque, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y a qu'une seule pensée. Il y a la pensée chrétienne et les autres pensées sont étrangères. Hein. Par exemple, l'islam, tout ça, bon, on en parle, on sait que ça existe, on peut même cohabiter avec les musulmans dans certains endroits, mais on ne peut pas dire qu'on les laisse s'installer et donner leur point de vue sur la société. Donc il n'y a qu'une seule forme de pensée, ça veut dire que tout le monde obéit aux mêmes valeurs qui sont tout simplement les 10 commandements. Aujourd'hui encore, la totalité des législations occidentales, aussi bien aux États-Unis d'Amérique, en Amérique du Sud, etc., toutes ces législations sont toujours des législations chrétiennes basées sur les 10 commandements. Donc ça n'a pas véritablement changé, sauf que ce n'est plus l'Église qui donne les directives. À cette époque-là, ce qui est important, c'est le rôle du pape, qui n'est pas seulement un maître, un dirigeant spirituel, mais c'est également un homme d'État qui a des soldats. Il a des soldats, il a des États, des territoires et des soldats. Donc il a déjà un pouvoir temporel assez puissant. Et surtout, il a l'arme absolue au Moyen-Âge, il dispose du pouvoir d'excommunication. Alors, tout le monde a peur de l'excommunication. Les plus grands nobles redoutent l'excommunication. Pourquoi? Parce que quand vous êtes excommunié, tous les gens qui sont liés à vous par un contrat se voient déliés de leur contrat. Donc si vous êtes un grand seigneur et que vous avez des vassaux, tout un tas de gens qui vous doivent beaucoup de choses, si vous êtes excommunié, ils ne vous doivent plus rien. Ça va même beaucoup plus loin. Si vous avez un territoire avec des églises, eh bien les gens qui habitent sur ce territoire n'ont plus le droit d'entrer dans leur église parce que leur seigneur est excommunié. Donc c'est la pire catastrophe qui puisse arriver à un seigneur, mais le pape excommuniait des rois, hein. Et en fait, ils avaient très très rapidement envie de se réconcilier avec le pape pour reprendre une vie normale et surtout retrouver leurs biens et leur système de commandement. Donc tout cela structure la société du Moyen-Âge. Alors on a tendance en France à dire que le Moyen-Âge c'est une période un peu obscurantiste, etc. C'est faux, hein, c'est une belle période au contraire, qui s'est construite assez lentement, mais on a vu apparaître assez tôt des personnes extraordinaires, comme par exemple la reine Aliénor d'Aquitaine, hein, qui était une femme extraordinaire, qui a été reine de France, reine d'Angleterre. Elle a dirigé l'Aquitaine, l'Anjou, le Poitou, etc. Elle a eu 10 enfants, donc 2 ont été rois, les filles ont été reines, etc. C'était une personne extraordinaire, qui était très cultivée, qui parlait 5 langues. Elle lisait 5 langues également, mais elle ne savait pas écrire. Voilà. Alors, c'est un truc qui nous paraît un petit peu bizarre aujourd'hui, mais au Moyen-Âge, lire et écrire, ça n'allait pas ensemble. Vous voyez ? Il n'y avait que les religieux, les moines, qui dans les abbayes savaient lire et écrire. Les hommes, la plupart du temps, ne savaient ni lire ni écrire. Je parle des hommes, des seigneurs, des gens de la haute société. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient la guerre, c'était des gens assez rustres, il fallait qu'ils sachent manier l'épée, on ne leur demandait pas de savoir lire. Donc c'était leurs femmes qui savaient lire, parce qu'elles étaient cultivées la plupart du temps. Et en plus, elles dirigeaient souvent les domaines pendant que les hommes étaient à la guerre. Donc on avait beaucoup de femmes lettrées, sachant lire, mais elles n'avaient pas appris à écrire. Alors comment le sait-on? Parce qu'on a évidemment des témoignages de cette époque, et par exemple la reine Aliénor d'Aquitaine, qui rendait la justice en 5 langues, qui savait parfaitement bien lire, signait d'une croix les documents officiels. Voilà. C'est assez bizarre. Voilà. Elle ne savait pas écrire. Alors aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, parce que pour nous, aujourd'hui, on dit c'est lire et écrire. Hein. Enfin, sauf si vous avez dépassé le bac, parce que jusqu'au bac, c'est pas sûr. Donc voilà comment fonctionnait cette société médiévale, qui peu à peu s'est adoucie grâce à la musique, à la poésie, des trouvères et des troubadours, lesquels étaient dans le nord, lesquels étaient dans le sud. Les troubadours, ils étaient au nord ou au sud?
Voilà, hein, les troubadours étaient au nord et les trouvères étaient en dessous de la Loire, mais c'était souvent les mêmes. Le plus grand trouvère de France était le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, justement. C'est lui qui a lancé le mouvement qu'on a appelé le mouvement de l'amour courtois. C'est-à-dire qu'on a appris aux chevaliers à être galants avec les dames et à éviter de les violer à tous les coins de bois. Ça a été dur, hein. Ça a été dur, mais ils ont quand même un petit peu réussi. Et puis pour donner également une structure mentale à tous ces chevaliers, c'est là que les trouvères et les troubadours ont commencé à raconter ce qu'on appelait les chansons de geste, c'est-à-dire qu'on racontait l'histoire des chevaliers, de la table ronde, etc., etc. Et toutes les légendes sont nées à cette époque-là. Et tout ça a été fait dans un but extrêmement précis, c'était de donner un véritable corpus mental à toute cette société des chevaliers, des seigneurs, des dames, etc., etc. Et la société s'est organisée. Alors, la grande différence encore entre le nord et le sud, c'est que les descendants des Francs, peu à peu, ont construit des châteaux extrêmement puissants sur des éminences rocheuses, des châteaux qui de plus en plus sont devenus des châteaux de pierre, des édifices monumentaux, et le village était en bas du château, dans la plaine. Quand il y avait un problème de guerre, les gens montaient avec leur bétail, étaient abrités dans le château, qui avait plusieurs enceintes, et donc étaient protégés par leur seigneur. Ce n'était pas le cas dans le sud, où il n'y avait pas de château. Il n'y en avait pas besoin parce qu'il n'y avait pas de guerre. Donc le système romain avait fait que la société était beaucoup plus ouverte. Donc les gens habitaient dans des villages, et tout le monde habitait ensemble. Les seigneurs, les gens du peuple, etc. Et les mariages entre les différentes castes sociales étaient extrêmement fréquents, alors que ce n'était pas du tout le cas dans le Nord, où un seigneur aurait vraiment dérogé en épousant une femme du peuple. Alors il y a eu des petits problèmes de succession à l'époque des croisades, parce que beaucoup de seigneurs ne revenaient pas des croisades, bien sûr, et pendant ce temps-là, il se pouvait que leur femme soit séduite par un autre homme, et un enfant donc naissait plus de 9 mois après le départ du mari. Et quand le mari ne revenait pas de croisade, on reconnaissait l'enfant du hasard comme l'enfant légitime. Ça s'appelait, et on transmettait même la noblesse du père qui n'était pas là. Ça s'appelait la noblesse utérine. Voilà. La noblesse utérine. Ça a été assez fréquent parce que beaucoup sont morts en croisade. Hein. Et pendant ce temps-là, les femmes ont eu des enfants, et donc on transmettait, tout le monde faisait semblant de croire qu'il était normal que le gars des croisades puisse faire un enfant 2 ans plus tard, par télépathie. Bon. Ah, il fallait faire fonctionner le système. Voilà. Donc c'était une société en fait beaucoup plus ouverte, beaucoup plus permissive qu'on le croit. Alors le mariage a choqué certains, par exemple les Cathares, qui étaient installés dans le sud de la France, puis dans d'autres régions d'Europe d'ailleurs, qui ne reconnaissaient pas le sacrement du mariage, qui ne reconnaissaient aucun sacrement. Pourtant ils étaient chrétiens, mais ils ne reconnaissaient rien de tout cela. Alors quand ils prenaient une femme, c'était une compagne, et puis quand ils avaient des enfants, ils prenaient la responsabilité de ces enfants. La plupart du temps, ça fonctionnait plutôt bien. Mais vous savez que les Cathares ont eu des problèmes, puisque ils sont disparus hein, au XVe siècle. Ceux qui étaient en France se sont enfuis en Italie, puis ils ont disparu ensuite. À partir de ce moment-là, dans ce Moyen-Âge, on va voir surgir ce qu'on appelle les ordres de chevalerie. C'est-à-dire qu'on a essayé de structurer ces chevaliers en organisation de manière à ce que ça ne parte pas dans toutes les directions. Alors la première fois que on structure un ordre de chevalerie, c'est l'ordre de Notre-Dame de l'Étoile. C'est en 1022, hein, donc c'était juste après l'an 1000. Hein. C'était Robert le Pieux, le roi de France à l'époque, on l'a un peu oublié celui-là. Et il avait une grande dévotion pour la Vierge Marie, donc il avait appelé son ordre, Ordre de Notre-Dame de l'Étoile.
Cet ordre n'a pas eu un grand succès, à vrai dire. Il a un petit peu disparu dans les limbes de l'histoire. Et puis c'était la période de l'an 1000, une période assez difficile quand même. Alors on a dit qu'il y avait une très grande peur de l'an 1000 parce que les gens pensaient que ce serait la fin du monde. On l'a dit aussi en l'an 2000. Hein. Et puis on est toujours là 20 ans plus tard. En fait, il n'y a pas eu de peur de l'an 1000 parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient qu'ils étaient en l'an 1000. Parce que la plupart des gens dans les campagnes, ils s'en fichaient complètement. Ils ne savaient ni l'heure ni la date. Hein. C'était des gens heureux. Après cette tentative-là, on va voir apparaître, peu de temps après, en 1070, donc assez loin quand même dans l'histoire, un ordre qui d'abord n'est pas un ordre de chevalerie, c'est l'hôpital de Saint-Jean, que des marchands italiens de la ville d'Amalfi installent à Jérusalem. Alors ils ont beaucoup d'argent, ces riches marchands, et puis ils se créent une sorte de congrégation à demi religieuse, et ils ouvrent un hôpital à Jérusalem. Le fondateur s'appelle Gérard de Tenck, T-E-N-Q-U-E, qu'on appellera plus tard Gérard de Martigues. Ces reliques sont d'ailleurs dans l'église de Martigues aujourd'hui. Oui, de Martigues et de... vous voyez, j'ai plus de mémoire. Bon, je vous dirai tout à l'heure. Donc, cette congrégation-là installe un hôpital. Pourquoi faire? Ben, tout simplement parce que les pèlerins de toute l'Europe viennent en grand nombre vers Jérusalem pour se recueillir sur le tombeau du Christ. Et de toute l'Europe, il y a des grands courants. Alors les gens, s'ils sont très pauvres, ils prennent un baluchon, ils viennent à pied. S'ils ont un peu plus d'argent, ils prennent le bateau à Marseille, à Nice, etc., en Espagne, et puis par le bateau, ils arrivent en Terre Sainte. Seulement, là-bas, il faut les accueillir, donc on met en place des hôtelleries, des hôpitaux, un soutien sanitaire pour les soigner, etc. Et tout ça, ce sont les moines qui mettent ça en route. Et pour ce qui est de Saint-Jean, c'est les marchands de la ville d'Amalfi. À la même époque, on voit surgir également les moines de Saint-Lazare, mais ce sont des moines arméniens qui suivent le rite catholique melkite, le rite royal arménien, et eux, ils créent une léproserie hors les murs de Jérusalem. Évidemment, une léproserie, on les mettait assez loin de la ville. Et ces moines vont soigner les lépreux. Ils vont inventer un tas de choses. D'abord, ils vont inventer l'hôpital, le Lazaret, hein, puisqu'ils mettent leurs hôpitaux sous l'invocation de Saint-Lazare. Donc, on va appeler l'hôpital le Lazaret. Et à l'intérieur de l'hôpital, ils inventent la première pharmacie d'hôpital. Et alors, les moines de Saint-Lazare avaient une croix verte pour se distinguer des autres ordres. Et cette croix verte de leur pharmacie est aujourd'hui la croix des pharmacies. La croix des pharmacies que vous voyez, qui est verte, vient de l'ordre de Saint-Lazare, vous voyez, de l'an 1000. Hein. Les pharmaciens ne le savent plus, hein, bien entendu. Les hospitaliers de Saint-Jean vont peu à peu devoir changer de structure, devenir un véritable ordre monastique, et ils vont se donner une règle, comme les moines, la règle de Saint-Augustin et de Saint-Benoît. Et peu à peu, ils vont devoir devenir des chevaliers. Pourquoi? Eh bien parce que les routes ne sont pas très sûres, les musulmans commencent à s'agiter, et il faut non seulement aider les pèlerins d'un point de vue sanitaire et hospitalier, mais également défendre les routes d'accès à Jérusalem. Donc ces moines reçoivent du pape l'autorisation de s'armer, parce que jusque-là, il était impensable qu'un religieux porte une épée. Ce n'était pas du tout admissible. Et donc le pape, c'était Innocent III, crée la notion de moine soldat. C'est-à-dire que quand il n'y a pas la guerre, les moines sont des moines, mais quand il y a la guerre, on prend son cheval, son épée, et on part faire la guerre. Donc c'est quelque chose d'absolument nouveau que cette transformation du moine en chevalier,
et les ordres de chevalerie commencent à surgir à partir de ce moment-là. Donc le premier ordre de chevalerie digne de ce nom est l'ordre des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et vous êtes ici dans ce qu'il reste de ces ordres anciens. Alors, donc l'ordre de Saint-Jean, ici, nous sommes une branche britannique, l'ordre de Malte est une branche internationale, etc. Il y a encore 5 obédiences de cet ordre. Cet ordre va devenir extrêmement riche, extrêmement puissant, et peu à peu va se structurer d'une manière de plus en plus guerrière. Pourquoi? Parce que les musulmans commencent à nous empêcher, nous les Européens, de pénétrer dans les lieux saints. Alors vous voyez les gens qui ont traversé toute l'Europe, ceux qui viennent de Hollande, de Norvège, ils arrivent en Terre Sainte et on les laisse sous les murs de Jérusalem, ils n'ont pas le droit d'entrer dans la ville. Ça doit être un peu frustrant. Et en plus de ça, ils sont brimés, on leur vole leur argent, beaucoup sont massacrés, etc. Et parce qu'à cette époque-là, les musulmans qui tiennent les lieux saints sont rarement des Arabes d'ailleurs, ce sont des Kurdes. Le grand chef Saladin, qui dirigeait les armées musulmanes, n'était pas un Arabe ni un Kurde. C'est important, hein, parce que ce sont vraiment les Kurdes qui ont structuré le système militaire musulman. Les Kurdes qui sont encore aujourd'hui de très violents guerriers. C'était déjà le cas à l'époque. Donc ces gens nous empêchent d'accéder aux lieux saints. C'est la raison pour laquelle le pape appelle à la première croisade qui avait pour but de reconquérir Jérusalem pour pouvoir à nouveau amener les pèlerins vers les lieux saints. On ne demandait pas nécessairement d'occuper les lieux saints, on demandait un simple accès qui était refusé. Donc il va y avoir ce qu'on a appelé la première croisade, il y en aura 8 des croisades. Et la première croisade va être d'abord un désastre, ça va être ce qu'on appelle la croisade des pauvres gens. Elle va être prêchée par un moine qui s'appelait Bernard l'Ermite, et puis également le moine Bernard de Clairvaux qui va prêcher une partie de la croisade. Et alors le pape donne l'autorisation aux gens qui se cousent une croix rouge sur la poitrine. Le simple fait de se coudre cette croix permet à n'importe quelle personne, de n'importe quelle condition, de dire ciao à son Seigneur et de partir vers la Terre Sainte pour reconquérir Jérusalem. Alors on voit de toute l'Europe, sur toutes les routes d'Europe, des files de gens avec leurs baluchons qui s'abattent sur les campagnes comme des vraies sauterelles, parce qu'il faut bien qu'ils mangent, et qui arrivent peu à peu à Constantinople. Alors les dirigeants de Constantinople voient arriver ces foules incroyables, là ils ne savent pas trop quoi en faire, alors ils leur donnent des bateaux pour les faire passer le Bosphore, qu'on appelait à l'époque le pont Euxin, et les voilà en Turquie. Et alors là, ils se font tous soit massacrer, soit réduire en esclavage. C'est la première croisade, la croisade des pauvres gens, qui est un fiasco intégral. Quelques semaines plus tard, c'est dommage qu'ils n'ont pas fonctionné ensemble, on va voir arriver la croisade des chevaliers. Alors ceux-là, ils arrivent en retard, pourquoi? Parce qu'ils avaient plus de problèmes pour se mettre en ordre de bataille. Et puis, il fallait qu'ils trouvent des bateaux, donc la République de Venise leur donne des bateaux, et les voilà qui débarquent en Terre Sainte. Et évidemment, ils se heurtent aux troupes musulmanes, il y a des batailles assez dantesques, mais ces chevaliers sont assez, on va dire, énergiques. Ils sont commandés par le connétable Godefroy de Bouillon, qui va prendre Jérusalem et créer le premier royaume chrétien d'Orient. Il refuse, il a le droit de prendre la couronne royale, puisqu'il a créé un royaume avec l'assentiment du pape, mais il dit qu'il a beaucoup d'humilité, cet homme, il dit qu'il ne coiffera pas la couronne de fer de l'Orient, là où le Christ a porté la couronne d'épines, et il donne tout simplement le poste à son frère, qui s'appelle Baudouin, et qui deviendra le roi Baudouin Ier de Jérusalem. Alors il n'y a pas que Jérusalem qui est conquis à cette époque, hein, il y a plusieurs royaumes, Édesse, Saint-Jean d'Acre, etc.
Donc les chrétiens sont maintenant installés assez solidement au Moyen-Orient, et les royaumes chrétiens commencent à se structurer. Donc on va construire des villes, hein, comme Saint-Jean d'Acre, dont on peut voir encore aujourd'hui les remparts, mais également on restructure les remparts de Jérusalem, etc. On construit des châteaux extrêmement importants. Vous avez entendu parler du krach des chevaliers en Syrie, hein. Ce sont les chevaliers de Saint-Jean qui l'ont construit. Et peu à peu, donc, nous nous installons en Terre Sainte. Ça va, monsieur Lévy? On est en retard, hein. Pour un Américain, c'est pas bien. J'ai soulevé des GPS. C'est pas grave, on a commencé à... Donc voilà comment les royaumes chrétiens vont se mettre en place. Et à partir de ce moment-là, les ordres de chevalerie vont prendre énormément d'ampleur parce qu'il nous faut des guerriers. Et c'est là qu'on voit apparaître un nouvel ordre, en plus de l'ordre de Saint-Jean, qui avait la prééminence à l'époque. On voit apparaître un ordre qui commence très petitement. C'est un seigneur de Champagne qui s'appelle Hugues de Payns, ça s'écrit P-A-Y-N-S, on peut dire Payens aussi, ça dépend des prononciations, qui avec son beau-frère et quelques hommes, avec l'aide de Bernard de Clairvaux, crée un nouvel ordre qui s'appelle l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Ils ne sont que 8. Et ils arrivent en Terre Sainte, ils se font reconnaître par le roi Baudouin Ier. Et le roi Baudouin, qui ne sait pas trop quoi faire de ces gars-là, d'abord ils ne sont pas très nombreux, il les envoie dans l'ordre de Saint-Jean. Ces pauvres chevaliers du Christ sont les futurs Templiers. Mais dans un premier temps, ils sont intégrés par les chevaliers de Saint-Jean, qui vont les héberger, qui vont les faire participer à leurs règles, parce que ce sont avant tout quand même des moines, ils ont une règle monastique, et pour le moment, au tout début, on ne parle absolument pas donc de ces 8 chevaliers qui sont vraiment très discrets. Et le roi de Jérusalem va leur donner une maison qui va se trouver sur la colline, l'ancienne, où il y avait le temple de Salomon, où il y a aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa, l'esplanade des mosquées, etc. Dans les anciennes écuries d'ailleurs du roi Salomon, où ils ont une maison, ils s'installent là, et comme ils sont sur le mont du Temple, et que l'appellation pauvre chevalier du Christ est longue, on va les appeler Templiers, tout simplement. Mais ce n'était pas du tout leur appellation officielle. Mais peu à peu, c'est devenu une appellation courante. Et alors ces chevaliers, qui sont 8 normalement, devraient recruter d'autres chevaliers, pour défendre les pèlerins, faire leur boulot de chevalier, aider les pèlerins sur tous les plans, sanitaires, les protéger, etc. Ils ne font rien pendant 10 ans. Sauf qu'ils vont creuser la colline du temple de Jérusalem à la recherche de quelque chose. Sauf qu'on ne sait pas quoi. Et on ne sait pas qui leur a donné l'ordre de faire ça. Est-ce que c'est le roi de Jérusalem? Est-ce que c'est le pape? On n'en sait rien. Et puis 10 ans, c'est quand même long. Alors, ce n'est pas eux qui tiennent la pelle et la pioche, bien sûr, hein, ils emploient des gens locaux. Et on pense que... Alors, le bruit court, il y a des bruits qui courent, qu'ils cherchent l'arche d'alliance, qui est derrière moi. Mais ils n'ont pas trouvé, puisqu'elle est là. On pense qu'ils cherchent aussi le trésor de Salomon, etc. On ne sait rien, en fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont creusé de nombreuses galeries, puisqu'on les retrouve aujourd'hui. Et puis, au bout de 10 ans, enfin, ils émergent. Et là, ils commencent à prendre de l'ampleur. Ils recrutent de plus en plus de chevaliers, ils se structurent de plus en plus, le pape les reconnaît, leur donne leur grand manteau blanc, la croix rouge, la fameuse croix des Templiers, et peu à peu, ils deviennent de plus en plus puissants. Alors, ils vont avoir 23 grands maîtres, presque tous français, puisque c'est un ordre qui part de la Champagne à l'origine, et le pape va les reconnaître comme véritablement son bras armé. Alors pour être templier, c'est pas si facile que cela.
D'abord, il faut être noble, de parents nobles. Donc il faut absolument être de la caste de la noblesse. Il faut être célibataire, ne pas être engagé affectivement, avoir réglé toutes ses dettes, n'avoir aucune maladie, les maladies de l'époque, les maladies sexuellement transmissibles, la lèpre, etc., tout ça était exclu. Et à partir de ce moment-là, s'ils étaient admis dans l'ordre, ils devenaient chevaliers de l'ordre du Temple. Ce n'était pas pareil dans tous les ordres. Par exemple, dans l'ordre de Saint-Lazare, comme Saint-Lazare avait une vocation d'aide aux lépreux, ils ont eu beaucoup de grands maîtres lépreux qui servaient jusqu'à temps qu'ils meurent ou que leurs doigts tombent. Hein. Vous savez comment ça se passe, la lèpre est assez horrible. Mais les lépreux ou les malades n'étaient pas admis dans l'ordre du Temple. Dans l'ordre de Saint-Jean non plus d'ailleurs. Il y a eu un roi, Baudouin IV, le roi de Jérusalem, un très jeune homme qui est devenu roi à 17 ans, qui est devenu lépreux. Et qui a, à l'époque de Saladin, il s'est d'ailleurs battu contre Saladin. Alors peu à peu la maladie empirait. Au début, on voit des plaques, c'est pas très... le premier signe, je crois, c'est qu'on a une insensibilité. Hein. Il s'était battu avec un de ses... Il s'était entraîné au combat avec un de ses pages, et il avait reçu un coup d'épée, il sentait rien. Et alors là, tout de suite, tout le monde a compris qu'il était lépreux. Et peu à peu, la maladie est devenue très grave. Et à la fin, d'ailleurs, il se battait contre Saladin, mais il se faisait transporter sur les théâtres des combats en litière, et le visage recouvert d'un masque, puisque son visage se décomposait. Hein. Donc il se montrait très très peu en public. Il était roi à 17 ans, mais je crois qu'il est mort à 20 ou 21 ans, hein, si je me souviens bien. Donc ça, c'est un épisode assez étrange de l'histoire des royaumes chrétiens. Cette maladie de la lèpre était épouvantable et on n'avait aucun moyen de la soigner à cette époque-là. Je crois qu'elle existe encore hein, dans certaines parties du monde, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, ces Templiers ont reçu du pape des avantages, comme tous les ordres de chevalerie, pour qu'ils puissent financer les guerres, qui coûtaient très cher. On leur donnait des droits. Donc ils avaient le droit d'avoir des propriétés, ils avaient le droit de recevoir des dons, des gens pouvaient leur donner des propriétés, des châteaux, des fermes, etc. Ils avaient le droit de prélever des péages, des impôts, des taxes, ici et là, ce qui fait que peu à peu, ils sont devenus de plus en plus riches. Mais cet argent était presque toujours investi dans la guerre, qui coûtait très cher. Et les Templiers sont très rapidement devenus beaucoup plus riches que les autres, au point qu'on a dit que, en fouillant dans la colline du Temple de Jérusalem, ils avaient peut-être trouvé le fameux hypothétique trésor de Salomon. Pourquoi pas, mais il est probable que ce n'est pas du tout comme ça qu'ils se sont enrichis, mais grâce à leur intelligence et leur organisation. Ils ont inventé la banque et la lettre de change, puisqu'il était possible à Paris, à l'ordre du Temple, de déposer par exemple 1 kilo d'or, on vous donnait un papier tamponné, et vous alliez à Jérusalem, vous donniez votre papier à l'ordre du Temple et on vous donnait 1 kilo d'or. Voilà, ça se passait comme ça. Donc c'était la première lettre de change de l'histoire. Alors c'était un privilège inouï qu'avaient les Templiers. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les chrétiens n'avaient pas le droit de manipuler l'argent. C'était impur. Donc on déléguait cette chose-là aux Juifs. Hein, les Juifs étaient les financiers de l'Europe. D'ailleurs, l'idée que les Juifs sont riches, ça date encore de là, hein, parce qu'ils ne le sont pas tous. Mais le Juif riche, ça date du Moyen-Âge, où seuls les Juifs avaient le droit de manipuler l'argent. À part les Juifs, on avait autorisé les Templiers, puis il y en a qui avaient pris le droit de le faire, qui étaient les Cathares. Les Cathares, eux, ils ont demandé l'autorisation à personne, ils faisaient également la banque. L'avantage de ces banques, à cette époque-là, c'est que c'était des banques honnêtes. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de taux usuraires, ils ne volaient pas les gens, ils prêtaient selon les moyens de chacun et ils ne mettaient pas une pression épouvantable pour les remboursements. Donc c'était bien, hein, mais bon, vous savez, après il y a eu des dérives, bien entendu.
Alors les ordres de chevalerie, évidemment, sont devenus de plus en plus chevaliers et de moins en moins moines à cause des croisades. Donc ils étaient très moines quand il y avait des moments d'accalmie et très chevaliers quand la guerre se durcissait. Et le problème des croisades, c'est qu'on a sans arrêt perdu Jérusalem et sans arrêt on l'a repris, etc. etc. Jusqu'à la 7e croisade, qui était la croisade du roi Saint-Louis. La 7e croisade, qui a été un fiasco total. Le roi Saint-Louis a été fait prisonnier. Il n'avait plus d'argent dans les caisses, dans le trésor royal. Et ce sont les Templiers qui ont dû financer 30 tonnes d'or et d'argent pour racheter le roi. Il aurait dû être reconnaissant et pas du tout. Il l'a très mal pris et il a humilié le grand maître du temple à l'époque. Ils ont réglé des comptes assez sordides. Et puis, quand Saint-Louis revient de la croisade, on a tout perdu. Hein, il n'y a plus de royaume chrétien en Terre Sainte. Et le roi, qui était très pieux, se sent obligé de refaire une nouvelle croisade pour tenter à nouveau sa chance. Et le fiasco est encore pire que le précédent, puisqu'il ne va pas directement en Terre Sainte, il passe par la Tunisie avec l'idée de remonter jusqu'à l'Égypte et puis de traverser la mer Rouge. Et il s'arrêtera sous les murs de Tunis, puisque son armée sera frappée par le, on ne sait pas trop, peut-être le typhus, peut-être le choléra, l'un ou l'autre, enfin, ça se ressemble un peu à toute façon. Et donc l'armée est décimée, le roi meurt de cette maladie, et pour le ramener, on le fait bouillir dans une grande marmite de vin chaud, enfin louis de vin, quoi, pour séparer les chairs des ossements, et on va se partager évidemment toutes ces reliques. Si vous allez dans notre chapelle, là, vous verrez le crâne du roi Saint-Louis, mais il nous manque la mâchoire inférieure qui est dans le trésor de Notre-Dame. On n'a pas pu tout avoir. Et sinon, il y a des reliques de Saint-Louis, par-ci, par-là. Le cœur de Saint-Louis, par exemple, se trouve dans une chapelle de Palerme, en Sicile, parce qu'à l'époque, son frère, qui était duc d'Anjou, était propriétaire de la Sicile, et il avait récupéré le cœur de son frère pour le mettre dans un reliquaire, dans une chapelle. Donc les ordres de chevalerie vont traverser toutes les croisades. C'était tous des guerriers redoutables, mais les Templiers étaient considérés comme des guerriers encore plus redoutables que les autres. Donc en fait, dans les commanderies d'Europe, où on ramassait l'argent, grâce aux fermes, grâce aux propriétés, etc., il y avait très peu de chevaliers. C'était des gens qui appartenaient à toutes les professions. Il y avait des fermiers, des charpentiers, des menuisiers, des cuisiniers, il y avait tout ce que vous voulez. Mais les chevaliers n'étaient pas dans les commanderies, ils étaient en Terre Sainte. Alors de temps en temps, quand ils avaient survécu à une croisade, qu'ils étaient vieux, un peu fatigués, on les envoyait dans les commanderies, qui étaient un petit peu l'archétype des premières maisons de retraite. Hein, voilà, les retraites des guerriers. Mais il n'y en avait pas beaucoup, hein, parce qu'ils mouraient beaucoup à la guerre. Quand vous allez sur le plateau du Larzac, vous avez la cité de la Couvertoirade, hein, qui appartenait aux Templiers, et c'était des chevaliers retraités qui étaient là, mais vous savez, il n'y en avait pas beaucoup, hein, moins d'une dizaine. Et puis dans certaines commanderies, il y en avait 0. Donc ça fonctionnait avec des gens qui n'étaient pas des chevaliers. Les chevaliers sont venus après les croisades, puisqu'ils étaient au chômage, hein, bien entendu. Donc, les croisades se terminent, et puis les Templiers reviennent vers l'Europe. D'abord, ils s'installent à Chypre, à Rhodes, et ils reviennent vers l'Europe. Et là, ils commencent à se réinstaller dans leurs propriétés. Et ils vont gagner de plus en plus d'argent, évidemment. Et cet argent, ils ne peuvent plus le mettre dans la guerre, puisqu'il n'y a plus de guerre. Donc, ils deviennent immensément riches. Alors que font-ils? Ils s'intéressent beaucoup plus à la banque qu'avant et ils vont prêter de l'argent à tous les souverains d'Europe. Il n'y a pas un seul roi en Europe qui ne doit pas de l'argent aux Templiers. Alors évidemment, ça incite les rois européens à se dire que peut-être les Templiers commencent à prendre beaucoup de place. C'est une force militaire extrêmement puissante, inemployée, aux ordres du pape, qui ne dépend pas des États européens, richissime. Vous voyez, si on pouvait comparer une structure comme le temple aujourd'hui,
ce serait une organisation multinationale qui aurait pour seul patron le pape à Rome, qui aurait la puissance militaire de l'OTAN et la puissance financière de la Banque mondiale. C'était ça les Templiers au Moyen-Âge. Voilà pourquoi l'histoire a retenu énormément de choses par rapport aux Templiers, qui possédaient une puissance très supérieure à la puissance des États. Et tout le monde leur devait de l'argent. Donc c'est devenu absolument insupportable, la puissance des Templiers. Leur état-major mondial se trouvait à Paris, dans un endroit qu'on peut encore identifier aujourd'hui. C'est près de la place de la République. Il y a un endroit qui s'appelle le carreau du Temple, où les Juifs vendent des cuirs et tout, là. Eh bien, c'était là qu'il y avait la propriété. Alors, c'était une immense propriété, qui englobait d'ailleurs la place de la République à l'époque. Il y avait un château, il y avait une forteresse, etc. Et quand les Templiers ont été détruits, on a détruit une bonne partie de cette propriété-là. Le dernier reste de cette propriété, ben, c'est la fameuse prison du Temple dans laquelle on a emprisonné Louis XVI à la Révolution. C'était ce qui restait de la propriété des Templiers. Et cette tour-là, c'était en fait le domicile du trésorier du Temple à l'époque. Voilà. Et après l'affaire de Louis XVI, on a détruit ce qui restait. Donc il ne reste absolument plus rien des propriétés du Temple à Paris. On pense que les Templiers avaient mis leurs trésors en partie à Paris et d'autres... Alors on plaisante toujours au sujet des trésors du Moyen-Âge. On dit, ouais, encore une histoire de trésors. Mais il y en avait partout. Parce que la monnaie était bimétallique, or et argent. Il n'y avait pas de billets de banque. Donc, cette monnaie, elle était obligatoirement détenue dans des coffres très lourds qu'il fallait transporter à droite à gauche, entreposer dans des caves, etc. Et c'était des tonnes de métal précieux. Des tonnes et des tonnes de métal précieux. Il y avait un peu partout. Donc, ces trésors existaient réellement. Et le roi de France, évidemment, lorsqu'il contribue à détruire le temple avec le pape Clément V, le premier pape d'Avignon, c'est lui qui a signé la bulle pontificale qui détruit l'ordre du temple. Le roi de France se dit, je vais m'emparer des biens de l'ordre du temple et je vais m'emparer de leur trésor qui est à Paris. Mais quand ces hommes rentrent dans les caves de l'ordre du temple, il n'y a plus rien. Donc le coup avait été un petit peu téléphoné sûrement avant. Et puis le pape lui tend un piège. Au lieu de distribuer les biens de l'ordre du temple au roi de France, le pape dit, il n'y a pas de raison que le roi de France bénéficie de ces biens, il les répartit dans les ordres existants, donc l'ordre de Saint-Jean par exemple, l'ordre de Saint-Lazare, tous les ordres qui existaient à l'époque ont reçu les propriétés de l'ordre du temple. Et ces chevaliers templiers qui étaient sans base, puisque l'ordre du temple était détruit, ont été admis. Alors il y en a quelques-uns évidemment qui ont eu des problèmes, qui ont été arrêtés, mais il y a eu extrêmement peu de massacres de Templiers, très très peu, 0,02%. Ils ont été tout simplement réintégrés dans les ordres préexistants. L'ordre de Saint-Jean, que nous représentons ici, a intégré une très grande quantité de Templiers. Il y a des endroits où les Templiers n'ont pas du tout été inquiétés. Dans toute l'Europe, ils n'ont pas eu de problème. En France, évidemment, puisque le roi de France leur en voulait. Mais en Provence, ici, c'était pas encore, là où nous sommes, Nice, tout ça, c'était pas la France. Et le comte de Provence a mis énormément de temps à suivre les directives du roi de France. Il l'a fait exprès pour laisser le temps aux Templiers de filer en Italie. Voilà. Et ils sont revenus quand la situation s'est calmée. Donc en fait, il y a eu beaucoup moins de problèmes avec les Templiers qu'on l'a écrit dans beaucoup de livres d'histoire. Et ils ont été tous réintégrés. Il s'est posé le problème des employés de l'ordre du Temple. Tous ces gens qui étaient des charpentiers, des maçons, des menuisiers, etc., eux, ils se sont retrouvés au chômage. Il y avait des gens de tous les métiers. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés en confréries. Ils sont allés vendre leur force de travail sur les chantiers de l'époque. On construisait les cathédrales, on construisait un tas de choses. Et ces gens, donc, qui étaient les employés de l'ordre du Temple, sont à l'origine
des compagnons des devoirs. Oui. Donc les compagnons des devoirs n'héritent pas directement des constructeurs des cathédrales, même si ils en ont construit, mais ce sont les héritiers directs des employés de l'ordre du Temple. Donc ils avaient évidemment des connaissances un peu particulières, puisqu'il y avait un ésotérisme templier, notamment dans la construction des édifices religieux, et ils connaissaient évidemment ces secrets de fabrication. Alors c'est intéressant de savoir ça, parce que il faut savoir que ces ouvriers étaient recherchés partout. Un maître d'œuvre, par exemple, un maître charpentier, etc., était recherché dans toute l'Europe. On venait même les enlever sur les chantiers. Et ils étaient payés très cher. Alors on croit toujours que les cathédrales se sont construites avec la foi du peuple et tout, mais pas du tout, hein. Elles se sont élevées avec de l'argent sonnant et trébuchant, parce qu'on payait très bien les ouvriers, pour la bonne raison qu'ils étaient rares, les bons ouvriers, et on les recrutait de partout. Et il y a eu une époque où il y avait tellement de chantiers en Europe qu'on s'arrachait les bons ouvriers d'un pays à l'autre, hein. Il y a eu jusqu'à des enlèvements. Il faut dire que il fallait des gens très spécialisés dans les techniques, hein. Quand vous voyez des cathédrales comme Reims, Paris, etc., c'était des techniques extrêmement complexes. Vous voyez, par exemple, pour les voûtes, on faisait une armature en bois, et cette armature, on la faisait reposer sur des sacs de sable. Autour de l'armature en bois, on mettait des pierres avec une clé de voûte, on perçait les sacs de sable et on enlevait le sable petit à petit. La structure en bois descendait, les pierres descendaient, et à un moment donné, clac, la clé de voûte bloquait l'ensemble. De temps en temps, tout s'effondrait. Donc vous voyez la technique. Après, on a cessé d'utiliser les sacs de sable, on a pris des clavettes de bois qu'on chassait à la masse. C'était un petit peu plus technique que les sacs de sable, mais ça s'écroulait aussi, hein. Il faut savoir que toutes ces cathédrales ont été construites d'une manière quelquefois un peu poétique, hein. Notre-Dame de Paris que nous voyons aujourd'hui n'est pas celle de Quasimodo et d'Esmeralda, hein, bien sûr. Elle a été totalement remaniée sous Napoléon III par l'architecte Viollet-le-Duc. Donc voilà comment ces Templiers sont nés, ont existé et ont disparu. Alors on leur a reproché beaucoup de choses à ces Templiers. D'abord, d'oublier un peu la règle monastique qui était la leur. On disait à l'époque sous comme un Templier. Bon, ça veut dire qu'ils levaient peut-être le coude un peu trop souvent. Et puis ils ont perdu beaucoup la simplicité des pauvres chevaliers du Christ. Lorsque le roi les fait arrêter, il utilise un subterfuge, il fait venir le grand maître à Paris, Jacques de Molay. Et Jacques de Molay arrive avec son état-major, et normalement il devrait être habillé avec les longs manteaux blancs, les croix, etc. et tout. Et ils arrivent habillés en prince arabe, avec des turbans, des plumes, des diamants, des peaux de tigre sur les chevaux, etc. Et ils traversent Paris comme ça pour aller à Notre-Dame où le roi enterre quelqu'un de sa famille. Et quand on voit débarquer les Templiers, là on se dit, mais il y a un problème. Où sont passés les pauvres chevaliers du Christ? Et le roi les fait arrêter dans la cathédrale Notre-Dame. Il fait un peu chaud, hein. Parce qu'on reproduit tous 1000 watts, alors. Donc le roi fait arrêter Jacques de Molay dans la cathédrale Notre-Dame et le fait mettre en prison à Chinon, dans le château de Chinon. La tour de leur prison existe encore. Quand vous rentrez dedans, vous avez encore les graffitis que Jacques de Molay et son état-major ont dessiné sur la pierre de Touraine, qui est du tuffeau très mou. Et on cherche encore aujourd'hui la signification ésotérique de tout ce qu'ils ont dessiné. Et puis on les fait revenir un jour à Paris, après plusieurs années, et là on leur demande évidemment de reconnaître tous leurs torts, hein, bien sûr, puisqu'on les accuse même d'avoir pactisé avec le diable. Comme ils avaient un sceau, vous savez, le sceau des Templiers, c'est deux cavaliers sur le même cheval. En fait, on ne sait pas trop la symbolique, c'est probablement qu'ils voulaient exprimer par là qu'ils étaient pauvres et que, bon,
Il fallait ils avaient un cheval pour deux. En réalité, c'était 3 chevaux pour un. Enfin bon, c'est la symbolique. Alors du coup, ça a permis de les accuser d'homosexualité. Hein, deux cavaliers sur le même cheval, évidemment. Et on leur a, comme ça, il y a eu énormément de griefs qui ont été exprimés contre eux. Alors nous connaissons tous les griefs qui ont été exprimés contre les Templiers, puisque nous possédons la totalité des minutes de ces tribunaux d'inquisition. Et on s'aperçoit en fait que on ne les condamne pas du tout facilement, puisque lorsqu'un inquisiteur condamne quelqu'un au bûcher, c'est qu'il est en échec. Donc l'inquisiteur essayait jusqu'au bout d'essayer de faire revenir la personne, que ce soit un cathare ou un templier, dans le droit chemin. Alors il y a eu souvent confusion entre les templiers et les cathares, hein, beaucoup de gens font la confusion. En fait, ça n'a rien à voir, hein. Les templiers étaient des chevaliers très proches du pape du Vatican, c'était des catholiques romains convaincus. Les cathares étaient des chrétiens complètement marginaux. Mais l'Inquisition les a poursuivis à la même époque sur des griefs presque identiques. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, on fait la confusion. Dans le reste de l'Europe, il y avait des templiers, hein, des commanderies partout, donc elles se sont sabordées, mais elles ont changé de nom tout simplement. Par exemple au Portugal, les pauvres chevaliers du Christ devenus templiers ont changé leur nom, ils sont devenus chevaliers du Christ, ils étaient plus pauvres, hein. C'est vrai qu'ils étaient devenus riches. Et ils ont continué donc à posséder leurs terres, à investir, etc. Quand Christophe Colomb part pour les Amériques, en 1492, au mois de mai, sur ses voiles, vous avez la croix du Temple. Or, le Temple n'existe plus depuis très longtemps. Eh bien, ce sont les chevaliers du Christ portugais, espagnols, qui ont sponsorisé une partie de l'expédition de Christophe Colomb vers les Amériques. C'est pour ça qu'on a cette croix. Alors, la croix du Temple, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais alors des fois elle est longue, des fois elle est carrée, des fois elle prend cette forme, des fois elle prend cette forme. C'est normal. Les Templiers ont existé pendant 196 ans, et pendant 196 ans, ils ont sans cesse adapté leurs équipements aux circonstances. Donc quand ils ont le grand manteau blanc, ben, la croix elle est très longue, la branche du bas est très très longue. Quand ils ont une petite cotte sur l'armure, elle est carrée et sur la poitrine avec des branches égales, et puis elle change au fur et à mesure des années. Il y a des modes qui s'installent comme ça. Donc la croix des Templiers n'est pas définie avec une extrême précision, elle a changé pendant ces 196 ans. C'est quelque chose qui est intéressant à savoir. Il y a eu d'autres ordres très puissants également, comme par exemple l'ordre de l'hôpital des Allemands de Sainte-Marie de Jérusalem, qu'on a appelé les chevaliers teutoniques. Il y en avait à Nice, à Belley, au vignoble de Belley. Ces chevaliers, parce que c'était l'Empire germanique ici, il ne faut pas l'oublier, le Var était frontière là, de ce côté. Donc ces chevaliers teutoniques sont devenus extrêmement puissants, ont participé aux croisades. Leur propriété était tellement vaste que leur propriété est devenue le royaume de Prusse. Vous voyez, tellement ils avaient de puissance et de richesse. Et leur intervention dans les croisades a souvent été décisive. Hein. Alors ils existent toujours. Les chevaliers teutoniques existent toujours en Allemagne. Ils ont un grand maître, ils ont des chevaliers. Ils n'ont pas de vocation humanitaire. Ce sont des chevaliers plutôt religieux, en quelque sorte. Il y a également encore l'ordre de Saint-Lazare qui existe, qui a plusieurs obédiences d'ailleurs, assez compliquées, mais qui existe encore, qui a une vocation humanitaire. Il y a encore l'ordre du Saint-Sépulcre, qui existe également, qui est reconnu par le Vatican encore, et l'ordre du Saint-Sépulcre est essentiellement religieux aussi, non pas d'œuvre humanitaire. Et puis il y a l'ordre de Malte, qui est le plus connu, hein, qui est une grosse machine de guerre humanitaire, qui jusque-là se portait bien, et puis ils ont eu un gros différend avec le pape François, qui est argentin, qui n'a pas la culture, vous savez, de la vieille Europe, avec des traditions historiques, etc. Et quand il a vu débarquer au Vatican
le grand maître et son état-major en rouge, couvert de médailles avec des chapeaux à plumes, etc. Il s'est dit, tiens, je ne pensais pas être à la Scala de Milan, hein, ça lui a paru bizarre. Et puis surtout, il s'est passé des choses un petit peu compliquées dans le travail qu'a fait l'ordre de Malte en Afrique, puisqu'ils avaient envoyé en Afrique quelques tonnes de préservatifs. Et ça n'a pas plu au pape. C'est d'ailleurs stupide, puisque vous ne ferez jamais mettre un préservatif à un Africain. Nous avons une communauté au Cameroun, et puis j'en avais parlé une fois avec les Africains, et ils m'ont dit, mais vous prenez votre douche avec un imperméable, vous? Alors j'ai dit, ben non, ben, nous non plus. Voilà. Donc le préservatif en Afrique, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut trouver autre chose. Donc voilà comment ces ordres de chevalerie se sont développés, sont devenus très riches, avaient des flottes de commerce, des flottes de guerre. La plupart étaient complètement inféodés au Vatican, puisque c'était au départ et avant tout des ordres monastiques qui obéissaient à une règle, comme par exemple Saint-Augustin, Saint-Bernard de Clairvaux, etc. Les Templiers, par exemple, pour être admis, devaient faire acte de candidature, mais c'était vrai aussi pour les ordres de Saint-Jean, tout le monde était admis à peu près de la même façon. Il fallait donc avoir toutes les qualités que je vous ai énoncées tout à l'heure, et il fallait faire vœu de chasteté, puisque c'était des moines à 100%. Les Templiers ne devaient pas se laver, c'était considéré comme un luxe. Ça devait sentir le Templier en Terre Sainte, hein, avec la chaleur. Et ils n'avaient pas le droit, alors ils se rasaient le crâne, mais ils devaient se laisser pousser la barbe sans jamais la tailler. Voilà. Donc le Père Patrick est presque conforme. La barbe est un peu trop courte, mais sinon il est presque conforme. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des Templiers? Quand vous regardez Internet, vous verrez, ça ne manque pas. Alors évidemment, ce sont des ordres qui ont été créés par la suite par des gens qui... tout le monde a le droit de se proclamer Templier, bien sûr. Et ces Templiers d'aujourd'hui, s'ils voulaient vraiment être des Templiers, ben, il faudrait qu'ils se conforment donc au système ancien, c'est-à-dire qu'ils fassent vœu de chasteté, qu'ils se laissent pousser la barbe et qu'ils se rasent le crâne. En principe, ça ils le font. Ils ne se lavent pas surtout. Et surtout qu'ils ne se lavent pas. Oui, alors là, on les repérerait vraiment de ça. Donc en fait, tous les ordres néo-templiers qui apparaissent, c'est des gens qui se font un peu plaisir, mais bon, ils font de mal à personne. Hein. La franc-maçonnerie a utilisé beaucoup, surtout la franc-maçonnerie française, à un moment donné, s'est donné une relation avec les ordres de chevalerie. Notamment, la maçonnerie est née en 1717, hein, au XVIIIe siècle, en Angleterre, puis peu à peu a essaimé en France, notamment à l'époque de la Révolution française. Et il y a eu à cette époque un homme qu'on appelait le chevalier de Ramsay, qui a dit « les francs-maçons descendent des Templiers ». Et il a fait un discours magnifique là-dessus, tout est faux, mais alors ça a énormément plu aux francs-maçons de l'époque, et une sorte de légende s'est instituée, alors seulement en France, hein, c'est pas vrai du tout dans les autres, par exemple les francs-maçons américains ne s'estiment pas descendants des Templiers, même s'il y a toujours quand même une référence à la chevalerie. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, hein, puisque la vraie référence des francs-maçons devrait être les ouvriers, ceux qui ont construit, les charpentiers, les menuisiers, etc. Ils ont cette référence, ils l'avaient au début, mais ils l'ont perdue au profit d'une référence beaucoup plus noble, celle de la chevalerie. Ils portent même dans certains grades, hein, il y a un grade dans une certaine obédience qui s'appelle chevalier de Malte, par exemple. Hein. Ça ne fait pas plaisir du tout aux vrais chevaliers de Malte qui condamnent la franc-maçonnerie, hein, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un problème de... La franc-maçonnerie est, on va dire, spéculative, alors qu'il y a les compagnons des devoirs, par exemple, hein, sont plutôt encore opératifs. Les compagnons du devoir peuvent encore construire une cathédrale, les francs-maçons construisent autre chose. Hein. Ils réfléchissent à la société. Nous l'espérons.
Donc voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que vous avez maintenant une meilleure idée de ce qu'étaient les ordres de chevalerie, qui subsistent encore pour la plupart d'entre eux, mais évidemment sous une forme beaucoup plus moderne. On a intégré les femmes maintenant dans les ordres de chevalerie, qui sont des... À Saint-Jean, il y a des nobles dames. Vous en avez une ici. Et également des dames de dévotion, mais nous on n'en nomme pas tellement. Alors il y a aussi, par exemple, dans l'ordre de Malte, des manières différentes de devenir chevalier. Vous pouvez être chevalier de droit, par le droit du sang, à partir du moment où vous appartenez à une lignée noble qui comporte au moins 16 quartiers de noblesse. Mais vous pouvez quand même devenir chevalier si vous faites un don conséquent à l'ordre de Malte, et vous devenez chevalier de dévotion, mais pour une seule génération. Vous ne pouvez pas le transmettre à vos enfants. Donc en fait, dans l'ordre de Malte, il y a très peu de chevaliers, très très peu. Par contre, il y a des hospitaliers en assez grand nombre. L'ordre de Malte est reconnu comme un État dans, je crois, au moins 60 pays. Ça veut dire qu'il peut avoir des ambassadeurs, des ambassades, une diplomatie, un passeport, etc. C'est un État sans territoire. Ça peut exister, la diplomatie internationale ne stipule pas qu'un État doit se référer à un territoire particulier. Donc l'ordre de Malte a son état-major dans une villa qui appartient au Vatican à Rome. C'est une particularité. Que vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait à peu près le tour et nous pouvons venir, si vous voulez, aux questions, si vous en avez. Combien de temps j'ai parlé? Bon, 1h10, c'est bon. Est-ce qu'il y avait des calendriers dans votre région?